Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 4 de cette saison 2. Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je suis en congé. J'étais en congé d'écriture toute cette semaine. Donc, c'est une nouveauté cette année que j'ai ajoutée à mon calendrier. Donc, après chaque projet d'envergure, donc l'écriture d'un roman là, qui peut prendre un 10 à 14 semaines, là, j'ai prévu dans mon agenda une semaine de congé d'écriture. Donc, je continue à faire quelques petites tâches de visibilité ou de mise en marché, là, mais aucune écriture, aucun nouveau mot mis à la page. Donc, ça faisait drôle, mais ça a fait du bien aussi, je pense. Puis là, après ta semaine de congé, tu te relances dans ton tome 3 de ta trilogie ou Pas tout de suite. J'ai d'autres projets. En fait, je veux gâter mes fans de la série Windigo, ma série de fantasy urbaine. Donc, j'avais sondé mes lecteurs à savoir quel serait leur intérêt pour une histoire courte. Puis, donc, c'est ça. Donc, j'ai choisi là, la réponse qui avait le plus de votes parce que la plupart m'avaient répondu, je vais lire n'importe quoi que tu écris. Donc, c'est ça. J'ai priorisé une des nouvelles. Mon plan est déjà fait grossièrement. Donc, je me prévois 2 à 3 semaines d'écriture là-dessus. Puis, je vais essayer, on touche du bois, de coordonner ça avec le lancement d'une édition omnibus de la série Windigo. OK. Donc, j'ai déjà passé la commande là, pour la couverture. Je devrais avoir une ébauche là, du designer d'ici la fin du mois. Donc, je vise une sortie pour la Saint-Valentin, donc pour février 2022. OK. Alors, ça va être mes prochaines semaines. Je suis curieuse, l'histoire courte, est-ce que c'est Ellie qu'on retrouve ou c'est quelque chose de parallèle avec d'autres personnages de la série? Ou... Ça va être Carl et Ellie. En fait, j'avais offert plusieurs personnages parallèles, des personnages que les lecteurs ou que mes bêta-lecteurs m'avaient souligné comme quoi il y avait de l'intérêt pour une suite. Mais dans le tome 3, Carl fait référence, en fait, bon, c'est ça, ils se font toujours un peu déranger à toutes les fois où leur relation amoureuse avance. Puis à un moment donné, Carl se fâche et dit éventuellement, je vais nous trouver un chalet dans le fond des bois, puis on va passer un week-end seul sans être dérangé. Oui. Puis là, il y avait une chroniqueuse qui m'avait dit oh mon Dieu, je veux lire cette, cette histoire. Puis j'avais trouvé l'idée intéressante. OK. Donc là, ce qui me. Ouais, une fin de semaine d'amoureux pour la Saint-Valentin. Oui, exact. Donc, tout ça est vraiment très, très thématique. Fait que là, ce qui me reste à déterminer, c'est qui est mon narrateur parce que j'ai envie d'utiliser Carl comme narrateur. OK, faire changement. Oui, c'est ça, me mettre dans la tête du monstre. Donc c'est ça. Mais je travaille encore là-dessus. Là, tout est sujet à changement là, à ce stade-ci. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer. Ça va être un beau projet. Je pense que ça va quand même bien me changer les idées entre les deux romans de la série des Joyaux, qui est quand même, sans être sombre, c'est quand même assez sérieux comme style. Là. Donc, je pense que ça va me faire une bonne petite... m'aérer le cerveau. OK. Fait que tu vas te gâter avec une petite romance pour la Saint-Valentin. C'est le fun. Tant mieux. Oui. Et toi, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va bien, j'écris. Oui! C'est merveilleux. Ouais, la foule est en délire. Ouais! Mais ouais, j'écris. Bon, tu sais, c'est sûr que je suis partie pas NaNoWriMo, mais je l'avais dit, je veux pas atteindre nécessairement le 50 000 cette année. En fait, je veux pas atteindre le 50 000. C'était pas possible avec mon horaire de travail en ce moment. C'est un gros mois pour moi, novembre. Mais mon but, c'était de finir mon manuscrit et ça va bien. Ça va très bien. Je suis rendue à 6 000 mots depuis début novembre. Donc, très, très loin du minimum si je participais à NaNoWriMo, mais considérant le fait que il me reste peut-être 5-6 chapitres à écrire pour me rendre à la fin de mon manuscrit. Même pas. Je suis même pas sûre qu'il en reste 5-6. Parce que ça déboule. Tu sais, quand on arrive à un certain moment dans l'histoire,
là, il y a plus d'action. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça, là, quand j'arrive à peu près aux 3/4, 2 tiers, 3/4 de l'histoire, là, il y a beaucoup d'action, puis là, ça déboule, ça va très vite. Donc, je ne sais pas à quel point il reste beaucoup de chapitres à écrire. J'avais planifié quelque chose, mais finalement, j'ai comme bifurqué en cours de route. J'ai un peu changé mon plan. Mais ça avance, puis c'est complètement ridicule. Tout ce qui se passe, c'est ça. J'utilise des techniques qu'on ne doit pas utiliser normalement dans les livres. Donc, d'invoquer des créatures comme des divinités ou des créatures fantastiques pour sauver le héros d'un problème. Genre de choses qu'on ne doit pas faire normalement. Mais moi, étant donné que c'est une parodie, on le fait et on se gâte. Et c'est légitime. C'est légitime et ça donne des résultats complètement loufoques. Là. Hier, j'ai écrit une scène. Je riais toute seule derrière mon écran, mais c'est ça. Fait que j'ai beaucoup de plaisir et je suis contente, mais j'ai vraiment hâte de le terminer parce que je me rends compte que en cours de route, j'ai un peu changé le ton peut-être de l'histoire. Puis j'ai hâte de retravailler pour réviser. Donc, j'ai hâte de finir l'écriture pour réviser l'écriture et rajouter certaines choses. Je vais enlever aussi certaines scènes. Il y a quelque chose que je dévoilais au début que je pense que je vais cacher puis je vais le dévoiler plus tard dans le livre. Donc, il va y avoir beaucoup de travail de révision à faire, mais c'est amusant. C'est motivant surtout parce que souvent, la relecture, pour moi, c'est une période plus difficile. Je trouve ça plate. Puis, j'ai hâte de voir la fin du projet, mais là, étant donné que je vais changer plusieurs choses, je pense que ça va être quand même motivant, mais ça va être questionnant. Là. C'est ça. Ouais, ça va être quelque chose. Puis c'est drôle, j'en avais pas parlé les autres semaines, mais j'avais écrit aussi au mois d'octobre, j'ai écrit une petite nouvelle pour participer au prix de la nouvelle de Radio-Canada. En fait, c'est comme une espèce de prétexte parce que je prétends pas du tout pouvoir me rendre loin dans le processus, mais je me suis dit, je vais écrire quelque chose de complètement différent de ce que j'écris habituellement, juste pour me changer les idées puis brasser un peu la créativité. Fait que j'ai écrit une petite nouvelle, c'est un enfant, c'est une jeune préadolescente, disons, qui raconte une tranche de vie, tu sais, elle raconte ses étés avec sa meilleure amie. Puis c'est le fun. Il n'y a pas du tout de fantastique là-dedans, c'est très, très naïf, très... C'est ça, j'essaie de me mettre dans la peau d'un enfant de 11-12 ans, puis je me suis basée aussi sur des choses que moi j'ai vécues, mais c'est pas autobiographique, là. C'est très, 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 comment qu'on dit? Fictif. Oui, fictif. C'est très romancé, mettons, là. C'est pas ça qui s'était passé pour vrai, là. Donc, je le dis, si jamais la nouvelle voit le jour, c'est pas arrivé pour de vrai. C'est pas vrai. C'est pas moi, la personne, je me suis inspirée des choses que j'ai vécues, mais bref. Fait que je trouve ça le fun de recommencer à écrire. Ça fait du bien. Là, si on parle de ton projet NaNoWriMo, je me demandais, est-ce que tu penses que inconsciemment, tu savais qu'il y avait un problème de ton ou de cohérence, puis que c'est peut-être ce qui t'a bloqué, ce qui a fait que tu as tant attendu avant d'y revenir? Parce que je sais que moi, souvent, ça arrive, là, quand j'ai des gros blocages, souvent, c'est parce qu'on dirait que il y a quelque chose qui ne marche pas, puis tu le sais. Ben, non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. C'est arrivé plein d'autres projets en même temps, puis ça fait que j'ai dû mettre celui-là de côté. Ça a été dur de réembarquer. Mais non, c'est en relisant que je me suis rendu compte que, en cours de route, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais dans l'écriture, j'avais changé un peu ma manière de raconter l'histoire. C'est plus au niveau de la narration là, que c'était un peu différent. Mais ça reste que la majorité du texte est correct. C'est quelques chapitres, là, disons, peut-être même pas la moitié là, qui vont être à retravailler. Puis là, maintenant que je l'ai en tête, là, j'essaie de... pour les chapitres qui me restent à écrire, de rattraper là, le travail un peu là, pour pas... pour garder mon ton du début. Bref, c'est compliqué dit comme ça, mais ça fait beaucoup de sens dans ma tête. Oui, en fait, faut que tu continues comme si tu avais déjà corrigé. Oui, c'est ça. Pour continuer comme tu as l'intention de terminer. C'est ça, exactement. Donc, j'aurai juste les quelques chapitres du milieu à réajuster, plus la petite chronologie que je veux changer, là, mais ça ne sera pas complexe. Là. Ça va juste être au niveau de la numérotation des chapitres que c'est plate, parce que là, mes chapitres, ils ont tout un numéro, mais là, vu que je vais venir en rajouter puis en enlever, ça va tout changer mes numéros de chapitres. Ça, c'est le genre de choses que c'est facile après ça de ne pas le remarquer puis qu'il y a une erreur dans ton livre fini. Là, donc,
Note à Et moi-même, porter attention à la numérotation des chapitres. ça m'est déjà arrivé. Je lis toujours au moins une fois à voix haute avec mon cobaye, mon souffre-douleur David. Puis Mhm. il y a une fois pour rire, il s'est mis à lire la table des matières pour se rendre compte que j'avais fait des erreurs de numérotation. Oups. Donc depuis ce jour-là, on le fait toujours. Ben non, c'est une bonne idée. Puis j'ai fait ça l'autre fois. J'ai lu à voix haute. Ben pas moi, en fait. J'ai utilisé l'option lecture à voix haute de mon navigateur pour lire une partie d'un chapitre. Puis, hey, on se rend compte des fois que, ben là, moi, c'est un premier jet, là, on s'entend, là. Fait que des fois, il y a des mots pas très recherchés puis beaucoup de répétitions. Oui. Mais ça saute aux oreilles, comme on Ah pourrait oui, dire. Vraiment. clairement, je pense que c'est ça. Je trouve que c'est très chronophage là, quand on le fait pour un roman, on doit compter une quinzaine d'heures facile. Donc, si on pour éviter de se casser la voix, si on fait ça 1 ou 2 heures par soir, on parle d'une à 2 semaines là, Oui, oui, de c'est long. travail assidu. Mais ça vaut la peine parce qu'on les entend, les tics, on les entend plus qu'on les lit. Donc, Ouais. vraiment. Et Mais donc, c'est assez parlé de nous, là. Je pense qu'on oui. peut, on peut sauter à notre entrevue cette semaine. Tu as rencontré Olivia Sonway. Oui, qui est une collègue écrivaine que je connais depuis quelques années déjà, avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Et je savais donc qu'elle avait une petite spécialité qu'on ne voit pas si souvent, ou en tout cas qui est plus émergente au niveau de la production d'audiobooks. Et donc, je trouve que c'est une très belle entrevue, là. Et j'ai hâte qu'on en discute. Donc, à tout de Parfait. suite. On s'en va écouter ça, puis on revient après. Bonjour Olivia Sonway, comment vas-tu? Bonjour Mélanie, alors je vais bien. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça me Ça fait m'a fait... plaisir. Donc, nous, ça fait quand même un moment qu'on se connaît. On a fait plusieurs Facebook Live ensemble parce que tu es aussi une autre des plumes du groupe Les Plumes de l'Imaginaire. Donc, on partage ensemble avec 15 autres autrices. Et puis, on a souvent eu le plaisir de discuter parce qu'on écrit dans des genres cousins. Donc, si tu voulais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Eh ben, merci. Alors, je vais me présenter, donc Olivia Sonway. J'ai commencé à écrire en 2009, ouais, c'est ça. Du coup, c'était pas prévu à la base, mais finalement, je me suis laissée emporter par l'écriture. Et du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Bon, je vous résume le truc, hein. Et depuis, je me suis aussi lancée dans les livres audio parce que je voyais que c'était en plein essor. Et du coup, j'ai travaillé 3 ans pour atteindre un niveau correct parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Du coup, ça a plu à beaucoup d'autres auteurs et j'ai eu 2 contrats déjà avec des auteurs pour leur produire des livres audio. C'est génial. On va reparler justement un peu plus tard des livres audio. Donc, tu as écrit de la romance, tu as écrit de Oui, la romance fantastique, un peu plus fantasy contemporaine. Donc, si je ne me oui. trompe pas, tu as une série dont tu as fait un spin-off. Donc, au total, ça te fait combien de livres? Oui, alors je ne les ai pas comptés, ça doit être 7 ou 8 avec 2 intégrales. C'est vrai que je n'ai pas présenté mes genres. Alors oui, c'est de la fantaisie urbaine, c'est ce qu'on appelle comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'on est dans le monde réel avec une part de magie qui arrive progressivement dans l'histoire, mais c'est fait d'une façon où est-ce qu'on y croit en fait. Donc toi aussi, je pense que toi aussi t'écris ce Oui, genre-là. oui, c'est Oui. ça. Et Exact. du coup, moi, j'aime beaucoup la romance et donc elles sont toujours au premier plan et j'aime bien ce qu'on appelle les slow burn. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension, ça met du temps à se mettre en place, mais voilà, j'aime beaucoup décrire les émotions des personnages et la psychologie. Et j'aime aussi beaucoup l'action, les rebondissements, un peu d'humour, voilà. Est-ce que c'est ce que Donc, tu lis aussi comme lectrice? oui, Oui. oui, oui, c'est ce que je lis et je recherche vraiment des univers originaux. Pardon, je recherche vraiment des univers originaux parce que c'est ça aussi qui va m'inspirer, qui va, enfin, je sais pas comment dire, mais par exemple, quand je lis Anita Blake et que je vois les dialogues qu'il y a entre ces personnages, les rebondissements où on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est génial! Du coup, en fait, je recherche un peu ça aussi dans mes lectures et j'en trouve de moins en moins, mais je pense qu'il faut que je cherche un peu plus parce que voilà, il y a beaucoup de choix. Oui, il y a de plus en plus de choix, puis c'est dur de faire des découvertes, mais je pense que tu sais, la plateforme, en fait, sur Amazon, il y a de plus en plus de livres publiés de façon traditionnelle et indépendante. C'est juste qu'il faut fouiller un peu. Donc, en ce moment, sur quel projet tu travailles?
Alors, en ce moment, je travaille sur de la romance contemporaine. En fait, j'ai sorti un tome de romance contemporaine un peu loufoque qui s'appelle Working Love. Parce que, en fait, une fois que j'ai fini d'écrire ma trilogie, il y avait beaucoup de drames et ça se prêtait pas trop à l'humour, même si j'en ai mis quand même un peu. Du coup, je me suis vraiment lâchée dans cette comédie romantique. Et donc là, donc, à la base, ça devait être qu'un seul tome. Mais au final, j'ai rencontré des personnages intéressants. Du coup, ça va être 4 tomes qui vont plus ou moins se suivre parce que les personnages, ils sont quand même proches enfin, les personnages, ils évoluent ensemble. Du coup, il faudra quand même peut-être avoir lu le premier pour comprendre la suite, mais ce sera toujours des tomes qui seront sur des couples différents. Donc voilà. Donc, tu changes de narrateur à chaque livre. Et ben non, parce que j'écris à la troisième personne pour Ah, ces OK. livres-là, parce que je trouvais ça plus sympa d'avoir un narrateur omniscient Hmm. qui connaisse les pensées de tous les personnages, et ça me paraissait moins compliqué à expliquer que de faire des alternances de points de vue et des redondances, parce que le problème dans les livres à la première... Attends. Parce que le problème dans les livres à la première personne, c'est que quand on change de point de vue, on a souvent la même scène qui revient. Et moi, je trouve ça un peu ennuyeux. Ouais, Voilà. ouais. C'est vrai, ben, j'ai la série sur laquelle je travaille actuellement, donc les points de vue s'alternent entre le personnage masculin et le personnage féminin. Puis c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai fait très attention, là, donc de jamais, jamais revisiter la même scène. Il faut avancer dans le temps, puis on continue, on retourne pas en arrière. Voilà. Mais quand c'est bien fait, j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut le maîtriser, c'est ça le problème. Mm. Donc, si tu nous parlais un petit peu de ta routine d'écriture, donc à quoi ressemblent là, tes séances ou tes journées? Alors, j'ai dû m'organiser parce que comme je suis sur des contrats audio et je dois travailler du coup la journée beaucoup sur l'audio, là actuellement, j'écris 1 heure avant d'aller chercher ma fille à l'école parce que du coup j'ai une plage horaire de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, puisque le midi je vais la chercher. Et j'essaye maintenant d'écrire 1 heure le soir, une fois que je l'ai couché. Comme ça, bon, mon conjoint, il joue, voilà, il m'embête pas, je l'ai prévenu qu'il ne devait pas faire de bruit. Et puis voilà. Donc pour l'instant, j'essaye de m'en tenir à 2 heures par jour, les jours d'école. Après, c'est plutôt 1 heure le soir, j'essaye. Mais bon, c'est vrai que j'étais un petit peu fatiguée ces derniers temps, parce que quand on est maman, on a tellement de choses à gérer que c'est difficile. Mais ça commence à aller mieux, donc j'espère sortir un livre bon, je vais le dire, peut-être en janvier, mais je ne m'avance pas parce qu'à chaque fois, les délais se rallongent, rallongent, rallongent. Voilà. Donc, tu te mets un objectif en termes d'heures. Est-ce que tu te mets un objectif en termes de mots ou ben, ces 2 heures, ta productivité sera ce qu'elle sera et puis c'est tout? Alors, c'est une bonne question. Donc, je vais commencer par le fait que j'ai une formation qualité. Donc, dans la qualité, on apprend plein de statistiques. Du coup, j'ai eu l'habitude de faire des tableaux de bord pour des entreprises avec des tonnes de statistiques. Donc, c'est devenu un petit peu maladif, hein. Donc, pour l'écriture, avant, je me faisais un tableau de stats avec des formules de malade pour me dire quand est-ce que j'aurais terminé, quel jour, quelle date. Et en fait, mes prévisions, elles se rallongeaient tout le temps. Et en fait, au final, ça finissait par me stresser. Donc maintenant, j'ai mon objectif en tête, je veux écrire 1000 mots dans l'heure, mais je sais très bien qu'il y a des fois, je vais en écrire 500 parce que la scène, elle demande réflexion. Voilà, j'aime bien relire ce que j'ai écrit pour pouvoir le retravailler ou enlever les fautes. Enfin, voilà. Après, j'y passe pas 3 heures, mais ça fait que une fois que mon livre il est terminé, il n'y a pas de premier jet à retravailler. C'est direct du publiable, quoi. Et du coup, des fois, j'écris aussi très très vite, donc je peux faire, comme on en a parlé, entre 1200, 1600 mots. Enfin, je sais pas combien je tape à la minute, mais j'avoue, j'ai pas envie de me chronométrer. Puis donc, ça te prend combien de temps pour, quand tu pars de ton idée d'un projet jusqu'au moment où tu es prête à le publier, ça prend à peu près combien de temps? Alors là, je peux pas dire du tout, parce que les idées, comme beaucoup d'auteurs, ça arrive n'importe quand. On les classe dans des petits fichiers et comment dire, on les ressort quand c'est le moment. Donc, je sais pas, franchement. Parfois, je fais un plan, on va dire, je me mets plusieurs jours sur un plan pour qu'il soit en béton. Et après, une fois que c'est carré, je me lance. Et puis, bah là, ça dépend franchement de mon temps. Ça dépend vraiment de mon temps, franchement. Donc, Donc, à une vitesse, donc tu disais de 500 000 mots, est-ce qu'on pourrait dire un 4 à 6 mois pour mener un ouais. projet à terme environ? Oui, alors, oui. Le plus court que j'ai fait, c'était 6 mois. Et c'est quand ma fille, elle faisait encore la sieste le matin et le soir. Hmm. Mais j'étais dans un état de fatigue tellement que bon.
on peut pas prendre cet exemple. Mais en général, je sors un livre par an parce que je fais plein de choses à côté, quoi. Mais là, je vais essayer de me consacrer vraiment à l'écriture, à bien m'organiser pour que je puisse sortir un livre tous les 3 4 mois, comme la plupart des auteurs, en fait. Oui, ben je t'avouerais que moi, ça ressemblait à ça. Mais remarque, j'ai commencé à publier, j'avais déjà 2 livres d'écrits. Puis donc, le temps que je publie le premier, j'en ai écrit 2 autres. Donc, j'ai comme toujours conservé une petite avance sur mon calendrier de D'accord. publication. Donc, dans les 2 premières années, ça m'a permis de sortir 3 livres par an. Puis là, tu vois, je suis descendue à 2. Justement parce que la fatigue nous rattrape et tout. Ça, La pandémie nous a un peu usés. Donc, c'est vrai. mais c'est ça, à 2 par an, je trouve que ça se tient quand même bien, mais Oui, 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 faut s'ajuster, hein, faut respecter nos limites. c'est ça. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la longueur du livre. Parce Oui. que plus il est long, plus il va être long à corriger, plus il va être long à écrire. Donc maintenant, j'essaye de me contenter, pardon. Donc maintenant, j'essaye de me contenter de petits formats. Donc 70 000 mots, je parle là-dessus, à plus ou moins 10 000 mots, parce que souvent, il me faut 10 000 mots pour conclure quand je me dis, ah, j'ai atteint mon quota. Voilà. Ouais, ouais, j'avoue que moi aussi, mes premiers jets ont tendance à faire entre 45 et 55 000 mots, mais j'ai tendance à écrire par couche. Mm. Donc c'est ça. Souvent, je finis autour de 65 000 mots. Oui, C'est c'est une ça. bonne longueur, je pense. Ça Oui, satisfait les lecteurs en général. ouais, ouais, je pense aussi. Et puis du coup, oui, c'est vrai qu'en relisant, on rajoute souvent des trucs, des descriptions, des machins, et on se rajoute 10 000 mots comme ça. Donc, toi, tu as choisi l'édition indépendante. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Alors, donc à la base, quand j'ai commencé à écrire, j'étais sur un forum. Donc, je faisais le pitre, en fait, je faisais rire les nanas. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et à la base, du coup, c'était une scène humoristique pour les faire rire. Et en fait, elles m'ont toutes réclamé la suite. Et je me suis dit, mais arrêtez, je sais pas écrire. Enfin, il n'y a pas de suite. Et au final, quand même, m'ont gentiment mis la pression. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et c'est comme ça que je me suis laissée emporter par mon histoire et que je suis devenue addict. Du coup, sur ce forum, il y avait des auteurs déjà qui avaient des contrats avec des maisons d'édition ou qu'en cherchaient. Et je me suis vite rendu compte que c'était une grosse galère pour être édité, que souvent on tombait sur du compte d'auteur et que c'était une grosse arnaque. Et du coup, ou alors on attendait 1 an d'avoir une réponse, parfois pas de réponse. Donc je me suis dit, moi, j'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie qu'on modifie en fait mon histoire parce que déjà c'était une première histoire et j'avais envie de la travailler de mon côté avec des personnes que j'avais choisies. Et du coup, parce que je me suis aussi rendu compte que pour correspondre à une ligne éditoriale, il fallait parfois trancher dans l'histoire pour que voilà, ça corresponde. Et moi, c'était pas ce que je voulais. Donc, à l'époque, en plus, c'était en 2013, donc ça n'existait pas l'abonnement Kindle, tout ça. Enfin, c'était vraiment l'auto-édition était compliquée. Mais j'ai quand même démarché un imprimeur, j'ai imprimé un stock, j'ai fait un calcul de rentabilité pour savoir à combien d'exemplaires vendus je rentabilisais mon investissement. Donc, c'était 60 exemplaires vendus pour 300 bouquins imprimés, ou 400, je sais plus. Donc, c'était un risque qui n'était pas énorme. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait. Et c'était aussi pour avoir une liberté. Parce que moi, je suis une grosse folle de liberté. Je déteste les contrats, même les contrats de mariage. Enfin, c'est vraiment maladif, quoi, chez moi. Le CDI, c'est pareil. Je ne veux pas de CDI. Enfin, c'est vraiment... voilà. Donc, tu dirais pour toi, le principal avantage, c'était ça, là, la flexibilité, l'indépendance. Voilà. Le contrôle sur tout. Parce que c'est vrai que je suis perfectionniste et je m'en suis aperçue en faisant mes livres, que j'étais même carrément toquée parfois. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est en faisant tout ça que je me suis rendu compte que, ouais, fallait que je relâche de la pression. Et une fois, une auteure en salon m'a dit toi, t'es tellement enfin, comment dire? Toi, t'aimes bien tout contrôler, mais à tel point que tu fais tes livres audio toi-même. Voilà. Donc bon. Mais est-ce que tu trouves au fil du temps qu'il y a des inconvénients? Est-ce que il y a des choses qui t'ont fait un peu regretter ton choix ou est-ce que vraiment tout te pousse Non, à pas du poursuivre? Non, pas du tout. Au contraire, tout me pousse à poursuivre. En plus, ces dernières années, il y a vraiment eu des choses qui ont bougé pour l'auto-édition. Maintenant, il est possible d'avoir ces livres disponibles partout en librairie sur commande. Avant, ce n'était pas le cas. On peut avoir accès à des plateformes de distribution numérique qui mettent sur tous les sites aussi de vente. Enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent.
Donc, après, c'est à nous de faire nos choix. Est-ce qu'on veut être en exclusivité sur certaines plateformes ou être disponible partout? Enfin, en fait, une maison d'édition, à part peut-être de la pub en plus, je vois pas ce qu'elle pourrait m'apporter d'autre. Et aussi éventuellement de la mise en rayon. Mais bon, on sait très bien que la pub en maison d'édition et la mise en rayon, c'est assez rare. Donc, voilà. Puis, donc, c'est ton activité principale entre la narration et l'écriture. Est-ce que c'est quoi ton plan à moyen ou long terme? Est-ce que tu penses poursuivre à temps plein? Est-ce que tu as d'autres projets? Mes projets à long terme, c'est de vivre exclusivement de l'écriture et de mes projets, donc aussi de mes audios. En fait, si j'ai proposé de faire des livres audio pour d'autres auteurs, c'est parce qu'elles me l'ont demandé et que j'ai dû arrêter les dédicaces à cause du Covid et que c'était ma principale source de revenus. Donc en fait, j'ai dû trouver une autre activité qui me permettait de rester chez moi et bah voilà, de continuer à avoir un salaire correct, quoi. Voilà. Puis donc, si justement, donc tu parles de dédicaces au niveau de la visibilité, de la mise en marché, de te faire connaître, c'est quoi, euh, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est un plaisir? Alors au début, c'est un plaisir, mais étant donné que j'en ai fait pendant 3 ans tous les week-ends, surtout dans les magasins, et dans les magasins, c'est vraiment très dur parce c'est vraiment très dur parce qu'on doit se transformer en commercial. Du coup, c'est complètement une autre approche. Il faut aller vers les gens, il faut leur proposer son livre. C'est épuisant. On répète 10 000 fois la même chose. Il faut être souriant, il faut être présentable, il faut donner envie aux gens. Et ça, franchement, ça m'a épuisée. Après, en salon, ça reste convivial. On rencontre d'autres auteurs, c'est sympathique, etc. Voilà, les lecteurs viennent nous voir, pas toujours, hein, ça dépend des salons, s'ils sont tout petits ou gros. Mais par exemple, dans les tout petits salons, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens nous découvrent, ils ne nous connaissent pas forcément. Mais par exemple, à Livre Paris, les gens, ils font la queue pour venir nous voir et on se dit, waouh, mais j'ai des lecteurs en fait. Parce que du coup, ça concentre tous nos lecteurs et on se rend compte là vraiment qu'on a un lectorat. Surtout que les gens nous sautent au cou, enfin, c'est super mignon. Ils nous disent, enfin, moi, ils me disaient ah, vous êtes extraordinaire. Alors moi, je me disais, mais pourquoi on me dit ça? Enfin, je suis quelqu'un de normal. Du coup, enfin voilà, c'est un peu c'est surprenant et en même temps, ça fait très plaisir, quoi. Ah, wow. Moi, tu vois, j'ai commencé à publier. Mon premier livre est sorti en décembre 2019. Donc, 3 mois plus tard, on tombait en confinement. Donc, j'ai jamais, jamais fait un seul salon. Mais vraiment, ça doit être vraiment génial là, de rencontrer des gens aussi enthousiastes. Puis, donc, à part les dédicaces, les salons, quelle autre stratégie promotionnelle tu mets en place? Alors, je tâtonne, hein, parce que, bah voilà, je sais pas, les réseaux sociaux, les groupes, un peu la newsletter, je tâtonne un peu, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les auteurs qui finissent par vivre vraiment de l'écriture confortablement, c'est celles qui publient souvent. Du coup, c'est ma nouvelle stratégie, essayer de publier plus souvent. Voilà, on verra. Oui, ben en fait, je suis 100% d'accord avec toi parce que on l'a souvent entendu, en tout cas moi, je l'ai souvent entendu sur les groupes Facebook, c'est qu'il n'y a rien qui vend mieux le premier livre que le suivant. Donc, nécessairement, dès qu'on sort un livre, ben, il y a comme un effet de visibilité, un effet d'entraînement sur tout le reste de notre catalogue. Donc, quand on est un jeune auteur avec un seul livre, c'est un peu décourageant, mais au final, là, tu vois, moi, j'ai 2 trilogies complètes, je sors la troisième, puis c'est ça, j'en ai profité, le lancement de ma nouvelle série, ben, j'ai mis le tome 1 de mon autre série en spécial, puis là, j'ai des belles ventes, donc c'est ça, il y a vraiment un effet de roue qui tourne sur laquelle on peut capitaliser. Bon, bah, c'est bon à savoir, ça me rassure. Euh, donc, toi, c'est quoi le ratio de temps que tu investis donc entre tes efforts de visibilité comme les réseaux sociaux, ta newsletter, puis le temps que tu écris? Donc, là, tu disais tu écris 2 heures, 1 à 2 heures par jour. Est-ce que tu mets autant de temps sur ta visibilité? Oui, bon, enfin, disons que je perdais beaucoup de temps là-dessus parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose finalement. Donc, je me suis cantonnée à 2 jours par semaine sur les réseaux sociaux et bah, ma newsletter une fois par mois parce que même s'il y en a qui veulent toutes les semaines, pour moi, c'est trop, j'arrive pas.
et j'ai envie d'avoir des informations sympathiques, d'avoir toujours comment dire, d'avoir toujours une newsletter qui est conviviale, voilà, qui fait parfois rire et qui donne envie en fait. Je veux Ouais. pas que ce soit du matraquage et que les gens ils se disent oh non, encore un spam, oh là là. Et du coup, voilà. Ouais, j'avoue que ben on envoie certains, en fait, comme Blandine P. Martin, donc qui envoient vraiment des infolettes à toutes les semaines, puis qui trouvent à mettre du contenu euh, attirant, intéressant, plus personnalisé. Sauf que moi, personnellement, toute mon énergie créative, elle passe dans mes livres. Donc, Mais voilà, on je est fais d'accord. une newsletter par mois, puis Voilà. tu sais, je sèche un peu, mais une fois par mois, je trouve que j'ai quand même assez de contenu. Tu sais, j'ai des choses à dire. Sauf qu'une fois par semaine, j'avoue que je pense que j'angoisserais, là. Voilà, exactement. Moi, c'est pareil. Mm. Après, du coup, je me suis dit, j'en parlais avec une autre auteure et parce que on suit un peu toutes les conseils de Jupiter. Du Oui. coup, parce que bon, elle a réussi, elle est adorable. Bon, voilà, on l'aime toute bien en fait. Et du coup, on relativisait, on se disait une fois par semaine, c'est bien, mais si on n'y arrive pas, il faut faire à notre rythme. Et Mm. vaut mieux faire une bonne newsletter une fois par mois que quatre, mais qui sont pas terribles, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Ouais, puis moi, j'écris le 15 du mois. Puis je m'arrange généralement pour que mes sorties se fassent à la fin du mois, donc autour du 20 ou du 25. Donc les mois de sortie, ben nécessairement, j'écris 2 fois dans le mois. J'écris le 15, je réécris le jour de la sortie. Puis des fois, avec les taux d'ouverture un peu plus moches, une semaine plus tard, je vais dire, ah ben oui, j'ai oublié de vous dire en passant. Ah ouais? Donc au final, en temps de sortie, ben je vais écrire plus souvent. Puis, mais c'est ça. Mais sinon, une fois par mois, c'est amplement. Ouais. Euh, donc, ta relation avec tes lecteurs, tu dirais que ça passe principalement par les réseaux sociaux, par les salons? Alors, comme pendant 3 ans, j'étais en salon, c'était beaucoup en salon, enfin, en dédicace, parce que à chaque fois que je revenais à un endroit, les gens revenaient m'acheter la suite. Et du coup, c'est là que j'ai réfléchi en me disant, mais en fait, c'est un peu de l'énergie perdue pour rien, puisque les gens, ils attendent que je revienne pour m'acheter la suite. Alors que quand ils achètent sur Internet, ils attendent pas que je revienne. Ils veulent la suite, ils achètent tout de suite la suite. Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mais je suis quand même proche de mes lecteurs et voilà, ils aiment me rencontrer, ils aiment discuter avec moi, ils sont super. Donc j'ai essayé de recréer ça virtuellement avec mon groupe Facebook du coup, dans lequel voilà, je parle un peu de ma vie quand même, mais pas beaucoup. Je parle de mes lectures, de ce que je regarde, des dramas, et Donc puis là, de mes actualités. on parle d'un groupe distinct, donc des plumes de l'imaginaire, parce que tu as ton Oui, groupe des papoteuses. Donc, c'est voilà. vraiment orienté pour les lectrices, femmes, puis c'est romance et fantasy. C'est quand même assez large, je pense. Puis Romance, ouais. tu prêtes le micro aux autres auteurs aussi. Oui, parce qu'en fait, donc mon groupe Facebook, oui, c'est groupe de lecture et papotage. Du coup, c'est essentiellement de la romance fantastique et contemporaine. Et en fait, je me suis dit que moi, j'aime bien partager. Donc, je me suis dit, je vais proposer aux autres auteurs de faire des journées auteurs. Donc, elles se mettent en avant. J'ai fait une petite procédure qui est, je pense, très claire pour que ça fonctionne. Donc, je propose 5 à 10 postes dans la journée et également un concours. Et si c'est des lectrices, pardon, si c'est des auteurs qui sont dans le même univers que moi, je me dis qu'en fait, si elles ramènent leur lectorat sur mon groupe, ça m'est bénéfique. Du coup, tout le monde est content. Et puis moi, ça m'anime le groupe et puis j'ai rien à faire en fait. Du coup, C'est enfin, plus pour moi, efficace. voilà, pour moi, c'est un échange de bons procédés. Puis voilà, bah, j'aime le partage, j'aime découvrir des nouvelles personnes. Donc, du coup, avec le Covid, c'est comme ça que j'ai continué à faire mon réseau parce qu'avant, je le faisais plutôt en salon. Hmm. Puis, donc, ça fait quoi, 2 ans environ? Tu travailles sur ce groupe-là? Oui, c'est ça, ouais. Puis, vous êtes, parce que je suis dans le groupe aussi, là, on est rendu quoi? Est-ce qu'on est 1000 abonnés? Est-ce qu'on est 1000 Maintenant, membres? on est 2000. Et en fait, j'ai 2000. réfléchi. Ça fait que 1 an que j'ai changé le nom, où OK. je l'ai ouvert à toutes les lectures, en fait, OK. et pour qu'il soit plus vivant. Et du coup, je crois que c'est l'année dernière. euh, Attends, j'ai dit quoi? Ça fait 2 ans? Ou ça fait 1 an? Environ. 1 an et demi, Voilà, ça fait probablement, la voilà, COVID. c'est ça. Et du coup, il y a presque 1 an, je crois, j'ai rencontré en fait ma meilleure amie. Du coup, j'ai fait des séances d'orthopsie et en fait, on a beaucoup sympathisé et j'osais pas trop l'inviter. Mais au final, je l'ai invitée à boire un verre.
on a sympathisé, tout ça. Je lui ai montré mes livres. Elle les a lus, elle a adoré. Et du coup, je lui ai proposé de faire partie de mon groupe. Et donc, elle est devenue administratrice. Et pareil, elle m'aide beaucoup à faire l'animation, etc., à faire les chroniques sur des livres. Et du coup, à deux, ça se passe super bien, quoi. Ah, c'est le fun quand on peut trouver des collaborateurs qui sont fiables. C'est Oui, génial. c'est ça, fiable et investi. Franchement, c'est génial. Et donc, si tu devais garder juste une action de visibilité, ce serait laquelle? Écrire des livres, de plus en plus de livres. Enfin, on Donc, va dire c'est la stratégie que j'ai pas encore testée. Donc, c'est pour ça. ben, tu as déjà un catalogue, donc tu as Oui. déjà 7 livres qu'on disait, donc c'est sûr que l'effet est déjà là. Puis t'as des couvertures qui sont reconnaissables aussi. Donc, je pense que tu as un logo, c'est ton logo d'auteur, le chronomètre? Alors non, en fait, c'est parce que à l'époque des salons, l'auto-édition était assez dénigrée quand j'ai Hmm. commencé à me lancer là-dedans. Et j'ai tout de suite vu ça et je me suis dit, moi, je veux pas être cataloguée en auteur auto-édité qui sait pas écrire ou qui n'est pas pro. Du coup, j'ai créé un label qui s'appelle Temporel. Et donc, c'est une amie qui m'a dessiné la police, le logo avec la montre. Du coup, c'est le haut de Temporel, la petite montre. Et donc, c'est-à-dire que quand j'allais en dédicace et qu'il y a des gens qui prenaient mes livres et qui me disaient, oh, ils sont beaux vos livres, vous êtes édités chez qui? Je leur disais, chez Temporel. Ah, ben, je connais pas. Ah, ben, c'est une petite maison d'édition. Parce que les gens qui posent cette question, c'est des gens qui Hmm. ont des a priori sur l'auto-édition. Ouais. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai flouté le truc. En plus, en dédicace, quand on a des couvertures marketing, les gens nous disent ah, je vous ai vu à la Fnac, alors qu'on n'est pas du tout vendu là-bas. Ou alors, la meilleure, c'était ah, je vous ai vu à la grande librairie. Ah bon? Bah, c'est Ah bon. super. Mais parce que je sais pas si vous connaissez chez vous, mais en fait, c'est une émission qui est très, très, très regardée en France. Et en fait, ils invitent beaucoup d'auteurs très connus, quoi. Voilà. Hmm. Donc, le pouvoir du cerveau humain de voir ce qu'il Voilà, veut c'est ça. voir. Exactement. Et donc, on va rentrer dans le sujet des audiobooks. Donc, toi, tu as suivi une formation comme narratrice. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, en fait, j'ai vu que l'audio était en plein essor et je sais pas, moi, j'avais envie d'adapter ma série dans tout. J'aimerais bien faire une adaptation, comment dire, graphique. Mais bon, ça demande beaucoup de boulot et finalement, je me rends compte que c'est peut-être beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Et du coup, l'audio aussi, ça me paraissait être à ma portée. Du coup, j'ai essayé toute seule. C'était dur parce que déjà, j'ai une voix d'enfant à la base. C'est-à-dire que même quand on m'appelle au téléphone, on me demande bonjour, ils sont là vos parents? Donc, à la limite, on me l'a même fait de visu, hein. Une fois, un démarcheur a sonné chez moi, j'ai ouvert et il m'a dit la même chose. Bon, c'est un peu énervant. Bon, ce jour-là, j'étais en train de faire mon ménage, j'étais pas coiffée, tout ça, mais peu importe, voilà. Du coup, j'ai travaillé ma voix pour qu'elle soit un tout petit peu plus grave et que ce soit une belle voix. Parce que quand j'ai fait la formation de narratrice, ça a duré une semaine, mais c'était vraiment, on va dire, une option de plus pour des comédiens déjà expérimentés. Donc, en fait, c'était des personnes qui connaissaient déjà toutes les techniques pas de narration, mais quoique, il y en a qui faisaient de la narration de documentaire. Donc, ils savaient bien articuler, ils avaient tous une belle voix. Et là, j'ai demandé au prof, je lui ai dit, mais en fait, la voix, ça se travaille. Et il m'a dit oui, mais il faut y aller doucement. Effectivement, parce que ça brûle, en fait, c'est un peu comme un muscle. Donc, je Hmm. me suis entraînée tous les jours pendant 10 minutes sur mon dictaphone de téléphone à lire n'importe quoi et à m'écouter pour savoir un peu ce que j'en pensais, etc. et m'améliorer. Et en fait, pendant cette formation, j'ai pas appris grand-chose à part, faut parler lentement, bien articuler et faire vivre le texte. Hmm. Et quand je posais la question, c'est quoi faire vivre le texte? Bah, faire vivre le texte, quoi. Ah, d'accord. Mais en fait, voilà, donc j'ai pas eu d'explication. Donc C'est en fait, l'équivalent de développer sa voix à l'écrit, là. Comment qu'on développe sa voix à l'écrit? On non, mais écrit! voilà. Donc du coup, bon, heureusement, c'est Pôle emploi qui m'avait payé cette formation parce que, voilà, sinon c'était cher pour ce que c'était, je trouvais. Mais dans tous les cas, du coup, ça m'a permis de me motiver. Donc après ça, j'ai écouté énormément de livres audio pour me faire une idée de comment on faisait la narration, comment je devais apprendre, etc.
parce que moi, je suis assez autodidacte et quand je veux faire quelque chose, je suis un peu une tarée. Je suis à fond, quoi. Et du coup, pendant 3 ans, je me suis entraînée vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, tous les jours, 10 minutes, machin. Et le truc qui m'a le plus posé problème, en fin de compte, c'est le mixage. C'est répondre aux normes audio parce que c'est très flou. Ils nous mettent des chiffres avec des crêtes, c'est-à-dire, faut pas que le son il dépasse une certaine valeur. Il faut qu'il soit compris entre telle et telle valeur. En plus, on parle en moins en décibels négatifs. Donc déjà, moi, je comprends rien. Bon, et puis à un moment donné, j'ai trouvé des informations, je sais plus comment, et j'ai trouvé les infos et les explications pour mixer le truc et avoir un rendu avec les normes. Et en plus, Audible, il n'a pas les normes de tout le monde, bien sûr. Il a des normes encore plus restreintes. Du coup, bon, voilà. Donc, je me suis vraiment arraché les cheveux là-dessus parce que quand il y avait une valeur qui était bonne, l'autre n'était pas bonne. Du coup, c'était d'un compliqué, ça m'a fait abandonner. Et puis, comme je suis une acharnée, plusieurs mois plus tard, j'y revenais, je réessayais. Et puis, un jour, j'ai réussi. Et puis, j'ai trouvé le truc. C'est génial. Donc, pour une auteure comme moi, qui ne veut pas apprendre à être narratrice, parce que je me suis trop cassé la voix quand j'étais animatrice de Kanjo, euh, ce serait quoi le processus? Donc, ce matin, je me dis, voilà, je veux lancer ma série en audio. Je te contacte, veux-tu être ma narratrice? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, à partir de là, quand je vois que la personne est très motivée, je lui propose, déjà, je lui donne mes tarifs pour qu'elle voit un petit peu. Si je vois qu'elle est très motivée, je lui propose un extrait audio d'environ 5-6 minutes. Parce qu'il faut savoir que faire un extrait de 5-6 minutes, ça me prend au moins 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est très, très long. Et comme ça, elle voit si ça lui plaît. En général, enfin, sur les 2 clientes que j'ai eues, ça, tout de suite, elles m'ont dit, waouh, c'est magnifique, on signe. OK. Moi qui n'étais pas très sûre de moi, je me suis dit, bon, bah, ça doit être bien ce que je fais. Et du coup, on est parti là-dessus. Alors, Donc, il y a du un coup, contrat. voilà, je fais un contrat. En fait, je fais un devis et s'il est signé, ça devient le contrat. OK. Donc, dedans, je détaille le nombre de mots que je vais faire par mois et le nombre de paiements qu'il va falloir faire. Par exemple, pour un livre de 100 000 mots, je découpe en 3 ou 4 parties et voilà, je découpe le tarif en 3 ou 4 parties aussi. Du coup, je demande le versement avant de commencer. Comme ça, moi, quand je fais mon travail, je suis déjà payée et il n'y a pas de souci de paiement, quoi. Donc, Voilà. là, on parle de découper. Donc, je ne peux pas avoir mon audiobook en une semaine. Ça va te prendre quelques mois. Voilà. Du coup, donc on peut déjà écouter un extrait de ce que je fais sur toutes les plateformes, notamment Audible. On peut taper mon nom et à l'heure actuelle, il y a Working Love. Après, c'est mon premier livre, donc il a ses faiblesses. Il est peut-être pas super parfait, mais bon, je pense qu'il est correct. Après, du coup, je me suis améliorée et j'ai travaillé avec Shani Brooks. Du coup, j'ai fait 2 nouvelles plus un livre de 90 000 mots. Donc, elle va bientôt les sortir en exclusivité sur Audible. Et ça, on peut le faire en direct quand on a 3 livres. Sinon, il faut passer par un distributeur qui référence partout, mais qui est anglais. OK. Voilà. Donc là, tu fais la narration, l'enregistrement, tu me redonnes mes fichiers prêts à l'usage. Donc, moi, Voilà. comme autrice, je fais quoi avec les fichiers? Donc, tu parles de Audible, mais tu parles de d'autres plateformes. Donc, comment je fais pour Alors, distribuer? du coup, moi, dans ce que je propose, c'est que je donne le site et voilà, après, c'est assez ergonomique, hein, c'est comme KDP, sauf que tout est en anglais. Voilà. Mais clairement, on fait un nouveau livre, on met chaque chapitre, faut mettre par partie, hein. On insère chaque chapitre et puis après, paf, on valide et puis on met le prix et hop, c'est parti, quoi. Donc, sur Audible, ça met un délai de 2 mois à être publié. Par contre, sur les plateformes, c'est quasi immédiat. Sur Kobo, Fnac, enfin, je vous parle des plateformes françaises, mais je pense que vous en avez aussi des similaires. Oui. Voilà. Google Play, tout ça. Donc, voilà, c'est quasi instantané. Donc, 2 mois d'approbation. On parle de 3 à 4 mois de production, 2 mois d'approbation. Donc, au final, sortir un audiobook, il faut prévoir dans le temps. Il Oui, faut le après, moi, je planifier. travaille comme ça. Oui. Après, moi, je travaille comme ça, mais voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent plus rapidement. Moi, j'ai prévu ça parce que ça demande un travail énorme et qu'à côté, j'ai quand même mes projets à faire. Et c'est aussi parce que parfois, je peux être enrhumée, impossible d'enregistrer. Enfin, voilà. Et du coup, je prends de la marge pour justement ne pas être en retard sur mes délais.
Donc, en fait, à chaque partie, à la fin du mois, j'envoie les chapitres et la personne, elle me dit, donc maintenant, je donne un délai de 1 mois pour la modification parce que du coup, avec Shani, on tâtonnait toutes les deux, c'était toutes les deux notre premier contrat. Et 6 mois plus tard, elle me demande de faire tout un tas de modifications. Et là, je me suis dit, ça m'a pris 2 jours et demi à faire. Enfin, c'était juste un gros boulot, quoi. Et du coup, je donne 1 mois de délai s'il y a des modifications à faire. Bon, ça peut être un mot qui est dit à la place d'un autre parce que ça arrive de se tromper, quoi, comme pour tout. Donc voilà, je fais les retouches et une fois que c'est validé, paf, on passe à la suite. Bon, dans les faits, en général, je passe tout de suite à la suite et voilà, je fais les retouches un peu après pour qu'il n'y ait pas de retard sur le délai. Puis au niveau, une fois que l'audiobook est distribué sur les plateformes, donc quel prix on peut demander? C'est quoi les fourchettes de prix? Alors en fait, normalement, c'est un peu plus cher que le livre papier. Maintenant, avec la plateforme que j'utilise, je pouvais pas mettre un prix supérieur à 20 euros, je crois. OK. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, en moyenne, les audiobooks, ils sont super chers. Après, sur Audible, c'est pas important puisqu'on paye au crédit. Et les crédits, c'est moins de 10 euros. Donc les gens ne regardent pas les prix, on s'en fout. Et avec Audible, moi, sur la plateforme que j'utilise, je reçois 25% de mon prix de vente. Du coup, l'intérêt, c'est quand même de le mettre très cher, puisque les prix, puisque je veux dire, les auditeurs, ils achètent un crédit, ils regardent pas le prix. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que j'ai déjà entendu parler de gens donc, qui séparent les royautés avec le narrateur? Donc, mais toi, je comprends que tu prends un prix fixe pour le produire, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regarderais éventuellement? Donc, on te dit, tu le fais gratuitement, mais après ça, sur 5 ans, on partagerait ensemble les royautés. Est-ce que c'est le genre Moi, de... non, parce que Non. je ne ferai pas parce que je connais pas le succès de l'auteur et il se peut Hmm. qu'il ne vende pas du tout. Et ça Oui. représente quand même énormément d'heures de travail. Et je préfère. En fait, à la base, on m'avait dit, oui, mais c'est ta voix. Même si tu fais payer, il faudrait que tu aies une licence d'exploitation ou comment dire, chez moi, on dit des royalties. Alors, je sais pas, ça m'a fait peur d'entendre royauté. Euh, du coup, ou de se partager, voilà, les royalties. Euh, mais du coup, j'ai fini par me dire, je fais payer. Après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Parce que je me suis dit, je vais pas courir après X ou Y pour Hmm. avoir des sous. Ça va me faire chier, clairement. Pardon, je dis des gros mots. Ça va m'embêter, clairement. J'ai pas que ça à faire. Donc, je suis partie sur le principe que je fais payer un tarif qui est dans les fourchettes. Mhm. Peut-être que c'est un gros investissement, mais en soi, j'ai aussi une communauté Facebook. Voilà, enfin, on part pas de rien comme un narrateur qui n'est pas du tout connu. Hmm. Donc, bon, je me suis dit, je fais ça, comme ça, je croulerai pas sous les demandes. Et voilà, je ferai au fur et à mesure. Là, tu nous parlais donc que le marché de l'audiobook est en plein essor. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audiobooks et les gens, donc les auditeurs se jettent sur l'offre ou c'est quoi la dynamique en ce moment sur... Alors, moi, quand j'ai fait ma formation audio, à la base, il n'y avait pas assez de choix. Hmm. Et aussi, il n'y avait pas assez d'auditeurs parce qu'ils adhéraient pas au format. Mais du coup, c'est en train de changer. Donc là, il y a de plus en plus de choix. Les gens se mettent de plus en plus à l'audiobook pour faire des tâches où ils ne peuvent pas lire, c'est-à-dire faire la vaisselle, le repassage. Enfin, moi, je fais pas ça du tout, hein. Je fais pas la vaisselle ni le repassage, hein. Mais pour prendre leur voiture. Et c'est vrai que quand je faisais mes dédicaces, j'avais souvent 1 heure de route, parfois deux, et je m'endormais moins en écoutant une histoire que en écoutant les conneries à la radio, les musiques en boucle. Et Ouais. franchement, au bout d'un moment, on n'en peut plus d'entendre en boucle les 5 mêmes musiques pendant 1 heure, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus stimulant d'écouter une histoire. Donc, ben, ça fait le tour des questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Quel conseil tu donnerais à un écrivain débutant? Débutant, bah, de beaucoup écrire pour s'entraîner. Je pense aussi de choisir les auteurs dont il est fan et d'analyser vraiment leur style pour s'inspirer en fait de la façon dont ils écrivent, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, et puis de faire lire à des gens qui sont fans de notre travail et qui peuvent nous aider à avancer. Voilà. C'est un excellent conseil. Donc, si tu voulais nous dire pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, site web, réseaux sociaux, boutique en ligne?
Alors, du coup, j'ai un site, donc c'est simple, c'est www.oliviasunway.com. Donc, tout est attaché. Sinon, après, vous pouvez taper mon nom sur Facebook, sur Instagram. Bon, Twitter, j'y vais jamais, donc n'allez pas trop dessus. Mais sinon, et j'ai aussi un groupe Facebook, donc vous pouvez me retrouver vraiment partout. Si vous voulez discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Et voilà. Un gros merci de nous avoir dédié ce petit moment de ta journée, Olivia. Et ben, merci à toi de m'avoir invitée. Et puis, à bientôt. À bientôt! Merci beaucoup, Olivia, pour cette belle entrevue, très, très pertinente et très intéressante. Moi, j'écoute beaucoup d'audiobooks, mais j'ai pas, mes livres ne sont pas disponibles encore en audiobook, donc je trouve ça intéressant. Ça m'amène plein d'idées. Je ne sais pas, toi, si tu en lis beaucoup des audiobooks, Mélanie, mais j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'offres sur différentes plateformes pour des livres audio et de plus en plus de variétés de livres aussi. Bon, il y avait Audible qui était là depuis plusieurs années, qui était comme un peu l'acteur majeur, mais depuis peu, on a aussi Audio du côté québécois qui présente des livres québécois en audio, qui peut être très intéressant. Mais toi, je serais curieuse de savoir la proportion de lecteurs, lectrices qui utilisent cette forme de roman-là. Toi, est-ce que tu en écoutes? Pas du tout. En fait, j'y Non? ai pensé à plusieurs reprises. J'écoute énormément de balados. Par Ouais. contre, ça, je pense que je suis abonnée au bas mot 10 balados sur une base vraiment hebdomadaire que j'écoute religieusement. Mhm. Mais sinon, mes parents écoutaient des audiobooks en voiture quand j'étais jeune, là, sur cassette à l'époque et même sur CD plus tard. Mais non, moi-même, j'ai pas utilisé ce format-là. Je pense que c'est peut-être juste l'occasion que c'est pas présenté, là. Hmm. Ah ben, moi, j'adore ça. J'adore écouter des audiobooks. Ça fait partie de ma consommation de lecture. Souvent, à chaque mois, je vais avoir des livres audio, des livres papier, puis des livres numériques. J'ai toujours ces trois. J'ai toujours une lecture de chaque en même temps. On dirait que si j'en ai pas un des trois, il y a quelque chose qui me manque. Il faut tout le temps que j'ai une occasion de lire dans toutes les circonstances de ma vie. Ouais, Mais est-ce que, excuse-moi, je t'ai coupé, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, adapter tes livres pour des performances audio? Oui, oui, en fait, puis c'est une des choses, c'était un petit peu, c'était pas complètement désintéressé, là, l'invitation que j'ai faite à Olivia parce que en fait, c'était mes questions à moi que je me posais. Puis parce que, au même titre qu'on va encourager les gens à avoir plus qu'un format, donc d'avoir le e-book, d'avoir le broché, d'avoir la couverture rigide, donc d'offrir différents formats. Si on prend la plupart des auteurs indépendants vont vendre 90 d'e-book pour un 10 de livres papier, parfois plus selon certains genres littéraires qui ont des lectorats qui ont des comportements différents, mais on s'entend que pour un auteur indépendant, c'est plus que la moitié qui se vend en e-book. Sauf que si on n'offre pas le format papier, ben on vient perdre ce 10 à 25 là de lecteurs qui ne lisent que papier. Puis je me dis qu'éventuellement, plus l'offre va grandir, plus il y a des gens qui vont avoir cette préférence-là pour l'audio. Et si on veut rejoindre ces gens-là, ben il faut nécessairement offrir ce format-là. Donc, c'est peut-être pas une majorité de lecteurs, c'est peut-être encore marginal, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui lisent au format papier et comme toi, là, d'avoir les deux formats, le même livre dans les deux versions. Donc oui, c'est sur mon plan à long terme d'offrir les trois formats, là, e-book, papier et audio. Par contre, c'est sûr que c'est un investissement à faire. Là. On parle de plusieurs milliers de dollars en partant. Là. Donc, je pense qu'il faut que le livre ait fait ses preuves pour que le jeu en vale la chandelle. Oui, pour considérer que ça vaut l'investissement. Mais est-ce que, tu sais, je l'écoutais parler à Olivia, puis je me disais, tu sais, je trouve ça super intéressant qu'elle se soit spécialisée là-dedans. Ça doit demander quand même une certaine capacité là, de performer parce que ça reste que si la lecture est de la lecture bête et simple, ce ne sera pas intéressant à écouter. C'est le fun quand il y a une espèce de jeu d'acteur là-dedans.
Mais je me demandais, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui décident de faire la narration eux-mêmes de leur roman. Et je serais curieuse de savoir, tu sais, un auteur qui veut commencer, comment pourrait se lancer là-dedans. Tu sais, Olivia parlait qu'elle a suivi une formation de narratrice. Je trouve ça super intéressant, mais encore là, je trouve ça tellement... J'ai l'impression que c'est inaccessible, tu sais. Je trouve que moi, j'adorerais avoir mes livres en format audio, mais je vois pas le jour où je pourrais le Non, faire. ouais. C'est pas comme, tu sais, si tu as une bonne maîtrise de Word et des outils technologiques, tu es capable de faire un e-book. À la limite de même le brocher, tu sais, si tu as des connaissances un peu plus poussées, tu sais, avec certains outils, certains logiciels, on est capable de le faire à peu de frais chez nous. Mhm. Mais l'audiobook, ça te prend un local qui a une bonne sonorité, donc un garde-robe Ouais. avec des tentures, donc quelque chose qui n'est pas écho. Ça te prend un micro de qualité, ça te prend l'espace de stockage pour tous les fichiers. Tu sais, on ne peut pas parler de faire ça sur une tablette, un petit MacBook, là. Donc, je pense que c'est ça, l'investissement physique Mhm. est aussi important que celui en temps. Puis donc, moi, je ne me verrais jamais le faire moi-même. C'est sûr et certain, c'est quelque chose que je ferais faire par quelqu'un d'autre. Euh, Après ça, ben, je sais que moi, je fais mes corrections en échange de services, mes bêta lectures en échange de services. Donc éventuellement, est-ce que j'aurais quelque chose à offrir à Olivia de Oui. valeur équivalente? Je ne sais pas. Euh, mais mais c'est ça, je pense qu'il faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans, beaucoup plus que juste le e-book ou le papier. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même... Oui, puis moi, en tant que lectrice, c'est sûr que je préfère quelqu'un qui a investi pour avoir un produit de qualité que d'avoir un livre enregistré tout croche avec Avec des bruits de fond, des effets des bruits de spéciaux pas fond, voulus. puis quelqu'un qui fait la lecture comme je serais capable de la faire moi-même à voix haute, là, c'est un peu moins intéressant. D'ailleurs, il y a certains livres qui sont édités de façon audio en full cast, là, donc je ne sais pas comment traduire ça en français, mais en genre de casting complet. Ouais. Donc, chaque personnage est joué par un acteur différent, par une voix différente, plus le narrateur. Ça fait des livres qui sont incroyables, là. Je ne sais pas si, en tout cas, tu n'as jamais écouté des livres audio. Mais si jamais tu veux te lancer dans l'audio, je te suggère d'écouter au moins une fois des livres comme ça, qui sont vraiment, c'est comme si on regardait un film, sauf qu'il manque les images, mais c'est fantastique. Il y en a souvent qui a de la musique rajoutée, des effets spéciaux. J'ai écouté un livre l'autre fois, il y avait des bruits de pas. Hmm. Le livre, comment il commençait, c'était le narrateur qui parlait, puis là, il disait que le personnage se promenait dans une rue, tout ça. On entendait les bruits de pas de la personne qui marchait dans la rue. C'était vraiment... c'est vraiment pas la même expérience que lire un livre papier. Tu sais, je pense qu'il faut pas, il faut le voir différemment. Euh, Je l'ai posé la question à Olivia, mais je pense que c'était hors d'onde. Parce que ben, ma série de fantasy urbaine se passe au Québec et le personnage principal est une Québécoise. Donc, je me verrais mal demander à une Française de ben le oui. narrer. Ça prendrait au minimum quelqu'un qui a l'accent international. Mais d'un autre côté, là, c'est ça, je lui parlais de ma série de fantasy épique, où est-ce que j'alterne les points de vue homme-femme. Puis là, elle Mhm. m'a dit qu'elle était capable de faire une voix plus grave, donc de simuler la voix d'homme, puis que c'est quand même assez fréquent au niveau de la romance, des audiobooks de livres de romance, où est-ce que c'est le point de vue alternatif homme-femme et c'est le même narrateur qui fait Mhm. les deux voix. Donc, donc, je pense que c'est à nous comme auteurs de voir quel type de produit on veut donner, puis après ça, de se lancer avec les bons narrateurs, là. Tout à fait. Mais je pense que tu sais, d'investir dans une production avec plusieurs narrateurs, ça doit être encore plus de budget. Donc, Oui. à bien y penser finalement. Finalement, c'est à se demander comment on peut faire pour générer autant d'argent pour pouvoir faire un tel investissement, là. Est-ce que quelqu'un a des numéros chanceux là, à nous donner pour qu'on puisse gagner un montant important à la loterie? Mais je trouve ça intéressant qu'elle abordait le fait qu'elle travaille seulement à forfait. Donc, ben, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle l'expliquait, mais elle travaillait, elle demandait l'argent, euh, son salaire finalement avant même que le livre soit mis en ligne. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent sous forme de redevance. Donc,
Il y a des plateformes comme ça pour trouver des narrateurs. Là. Je pense entre autres je pense que c'est Find the Way Voices que c'est comme ça. La plateforme va mettre en relation l'auteur avec le narrateur et les deux peuvent s'entendre pour travailler sur un livre ensemble et qu'au lieu de verser un montant à la base, que finalement le narrateur est payé sous forme de redevance sur chaque livre vendu. Je sais qu'Olivia, elle, n'était pas super intéressée par cette façon de faire-là parce que, en fait, je la comprends, ça reste risqué. Si le livre fait aucune vente, le narrateur ne verra jamais, Ouais. jamais un sou. Il y avait deux aspects, je pense. Et pour elle, c'était de la narration d'audiobook qui était pour remplacer une perte de salaire en lien avec les salons de littérature qui n'avaient pas lieu en raison de la pandémie. Puis, d'autre part, elle soulevait le fait de devoir recevoir des redevances et donc potentiellement courir après des gens pour se faire payer. Et puis, c'est ça, de ne pas être payé pour le temps fait. Temps fait, temps payé, d'être obligé d'attendre éventuellement que les livres du vente d'école, que les ventes du livre d'école. Donc, puis moi, personnellement, c'est sûr que je pense que de faire un partage de royauté, ça le rend plus abordable. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut avoir une date de fin au partage de royauté. Justement pour pas, si l'auteur arrête de mettre du temps sur la promotion de son livre, puis que les ventes meurent d'elles-mêmes, ou, je pense qu'il faut le conventionner dans le contrat, donc de voir, quelle visibilité donner au livre, pendant quelle durée de temps, puis quel est le moment où le partage de royauté arrête, donc qu'on considère que les frais vont avoir été couverts. Parce que c'est des points de réflexion importants avant de se lancer. Effectivement. Puis je ne sais pas à quel point au Québec, dans notre marché, il y a des narrateurs ouverts à faire ce genre de travail-là. Tu sais, souvent, les livres audio qu'on entend, en fait, les livres indépendants québécois, j'en ai jamais vu qui étaient disponibles en version audio. Il y en a peut-être, là. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les auteurs et les livres indépendants au Québec, mais j'en ai jamais vraiment vu. Puis ceux qu'on connaît des livres audio publiés de façon traditionnelle, bien souvent, ça va être des acteurs des acteurs de l'UDA, là, qu'on voit à la télé ou dans des films qui vont faire la narration. Donc, c'est ça, c'est questionnant. C'est à se demander si le marché de notre côté est prêt pour ce genre de travail-là. Je m'avance peut-être. Par contre, j'en avais déjà discuté avec une amie qui est graduée de théâtre à l'université. Et elle me disait qu'elle aurait pu me référer à des collègues étudiants qui ont accès aux locaux de l'université, donc des locaux d'enregistrement et tout, qui, eux, ont des formations académiques carrément en jeu, en théâtre, donc en personnification. Là. À voir après ça, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est jouable, est-ce qu'ils sont capables de fournir le fichier monté, est-ce qu'ils ont conscience des exigences, comme Olivier mentionnait, là, des spécifications, des paramètres et tout. Là. Par contre, c'est ça. Au niveau des acteurs de voix, je pense qu'on peut recruter des gens dans l'ombre, des talents qui sont pas encore qui sont émergents. Donc, mais j'avoue que c'est tâtonner dans le noir. Donc le chemin est à pavé. Oui, c'est ça. Je pense que tout reste à faire au niveau des livres audio dans notre petit marché d'auteurs indépendants québécois. C'est un marché qui grandit, mais qui grandit à son propre rythme, si on veut. Oui. Ah, génial. Ben, en tout cas, ça me donne envie de me pencher là-dessus un jour, mais pas pour l'instant. Je ne suis pas encore rendue là. De toute façon, il faut que j'écrive, moi, en ce moment. Mon focus, c'est l'écriture. Et toi, tu es en vacances, fait que... C'est ça. C'est pas ces temps-ci qu'on va travailler là-dessus. Ah, ben c'est génial. La semaine prochaine, dis-moi, tu as rencontré d'autres personnes. À quoi on peut s'attendre comme entrevue pour notre prochain épisode? Mon prochain invité, c'est Cici Mahon, donc une autre auteure indépendante française. Elle a un superbe catalogue. Elle a récemment changé de genre littéraire. Elle a aussi été approchée par Audible pour qu'un de ses livres soit adapté. Okay. Donc, on aura peut-être l'autre côté de la médaille. Là, donc, de l'auteur qui n'a pas fait faire son audiobook, mais qui l'a mis à contrat.
Donc, ça va être une discussion très intéressante. Cici est vraiment pleine de ressources, puis c'est une âme bienveillante. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Génial. Ben, j'ai hâte d'écouter ça, mais ça ira la semaine prochaine. Alors, Oui. d'ici là, ben, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt! Bye!